Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 47 ans et je retrouve avec bonheur les bancs de la fac à l'université d'Aix-Marseille pour devenir coach inspiré de la permaculture. J'ai 25 ans d'expérience en entreprise et j'amorce ma deuxième transition professionnelle. Je viens ici témoigner de tout le bénéfice à oser changer de cap et à envisager de nouveaux horizons. Et je vous propose d'embarquer avec moi dans une croisière. Ma première escale est au petit port de la Bastille à Paris. J'ai 22 ans et j'intègre une mutuelle grâce à ma maîtrise de sciences économiques. Je suis chargée d'études et ma mission consiste à apporter une aide à la décision. Cela m'a beaucoup plu et c'est ce que je souhaite offrir encore aujourd'hui à mes clients en tant que coach. Par contre, à cette époque-là, l'objectif de la mutuelle est de faire un maximum d'argent et le mien d'optimiser la tarification. Je ne suis pas à ma place. Je décide donc de reprendre mes études à l'université de Nanterre et j'obtiens un master de sociologie et démographie des sociétés contemporaines. Là, je rencontre une association de démographes qui travaillent dans des collectivités locales. Tout ce qu'ils me racontent me fait rêver. J'avais trouvé ma voie. Cap Prince Sud alors, direction Marseille. À l'occasion du recensement de la population, j'intègre l'INSEE pour encadrer les enquêtes. Puis je rejoins l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise pour exploiter les résultats et les transmettre aux élus et aux techniciens qui peuvent donc ajuster en connaissance de cause leur mission de service public. 3 ans plus tard, je rejoins un bureau d'études privées dans le domaine de l'habitat social. J'avais envie de retrouver le terrain, le contact avec la population et mes enquêtes. Ma mission de sociologue consiste à intégrer les besoins des habitants dans les projets urbains. Je me souviens d'un projet avec des architectes et des urbanistes. L'objectif était d'aérer et de rendre le cadre de vie plus agréable dans un quartier d'habitat social. Nous avions une maquette sous les yeux et nous déplacions les immeubles en fonction des besoins que nous avions identifiés et de nos contraintes respectives. Rapidement, je deviens directrice de cette agence régionale. Elle est composée d'une 30aine de personnes avec des profils variés, des urbanistes, des juristes, des travailleurs sociaux, des architectes, des thermiciens. Ils travaillent tous ensemble pour accompagner les propriétaires modestes et en difficulté à faire des travaux dans leur logement pour accéder à un logement digne et durable. Nous travaillons de Gap à Bastia et de Nice à Avignon. Ce métier, je l'exerce pendant 12 ans. Il me passionne. À la fois, j'encadre les équipes, je continue mes missions de conseil auprès des collectivités, je réponds tous les mois à des appels d'offres pour remplir nos plans de charge et payer les salaires en fin de mois. Je gère les finances de l'agence et je fais partie du conseil de direction de l'entreprise. J'ai énormément de plaisir à transmettre mon savoir-faire et mon engagement aux équipes. Je suis devenue experte de mon sujet. Je ne peux pas dire non plus que ce travail était confortable ou calme. Aucune journée ne ressemblait à la précédente. Les territoires, les missions, les clients étaient variés. Les procédures évoluaient en permanence et nos fins de mois n'étaient jamais garanties. C'est le lot de tout bureau d'études dans le domaine de l'habitat social. Après ce calme relatif, arrive la tempête. Nous sommes dans un contexte de complexification des procédures, d'accélération des réformes, d'accroissement des tensions sociales et de restrictions budgétaires. Par exemple, lorsque nous montons les dossiers de demande de subvention pour les propriétaires modestes, le volume des pièces administratives à fournir a été multiplié par 5 en 10 ans. À côté de ça, nos objectifs restent identiques,
et nos enveloppes financières également. Autant dire que la pression augmente sur les équipes malgré nos processus d'innovation et d'amélioration continue. En parallèle, en 2018, les tensions sociales s'aggravent et sont stigmatisées par le mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens de ma fille entrée au lycée au milieu des gaz lacrymogènes et de la police. Je me souviens de mon fils descendre la Canebière, traverser les manifestations et les magasins saccagés. Et je me souviens également de mes équipes rentrées plus tôt au bureau parce que les tensions étaient trop palpables dans les quartiers. Ils venaient de se mettre en sécurité. J'ai déposé 8 fois plainte en 4 mois, alors qu'en temps normal, je ne déposais plainte qu'une fois tous les 3 ans. L'atmosphère était extrêmement anxiogène. Arrivent alors les effondrements dramatiques de la rue d'Aubagne, à 800 mètres de notre bureau. Toute l'équipe est choquée et ébranlée. Cela concerne aussi notre cœur de métier. Nous ne travaillons pas sur ces immeubles, mais nous en connaissons bien d'autres dangereux sur les périmètres sur lesquels nous intervenons. Les élus et les propriétaires arrivent affolés. Ils veulent être rassurés sur l'état de leurs immeubles et leurs responsabilités. Tout doit aller très vite. Les équipes sont sous pression et elles sont le dernier maillon de la chaîne. Pour ma part, je suis comprimée entre ces équipes pressurisées, les clients exigeants et stressés, et une direction dont je fais pourtant partie qui ne répond pas à mes alertes. La déferlante s'abat sur l'agence et je finis épuisée en burn-out en mai 2019. Je suis débarquée 3 mois plus tard. Je décide alors de prendre le large, direction la Polynésie. Ce voyage, je le prépare depuis 3 ans. Je rêve de retrouver les souvenirs de mon enfance et de partager cela avec mes enfants. Je suis persuadée que ce n'est pas un hasard si ce voyage est arrivé à ce moment-là. Je suis épuisée, mon corps est à 2 doigts de lâcher. Toutes les après-midi, je dors et je me reconnecte aussi à une nature intense qui m'invite à ressentir quelque chose de plus grand. Là-bas, sur ces îles, véritables oasis au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique, les traditions et les habitants s'inspirent de la nature. Les chemises des hommes sont colorées et les femmes portent toujours une fleur dans les cheveux. La nature intense se ressent à travers la végétation luxuriante, la beauté des lagons, l'intensité des sons, des couleurs et des odeurs, et la présence toujours paisible des animaux. Les traditions de danse, de pirogue, de musique reflètent toute cette énergie et leur beauté. Par contre, les désastres de l'alcool, des boissons sucrées, tous ces déchets sur ces plages magnifiques alertent et n'en sont que plus visibles. Je me souviens par exemple de Lego, de briques de toutes les couleurs échouées sur le récif au large de Fakarava, pourtant classé biosphère de l'UNESCO. Ressentir puissance 10 tout le paradoxe entre cette nature exceptionnelle et nos dérives consuméristes interpellent. En Polynésie, je retrouve aussi la permaculture. Je l'avais découverte dans le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015. Je reviens donc dans mes bagages avec l'intuition du permanagement, le management inspiré de la permaculture. Il repose sur ces 3 principes éthiques. Prendre soin de notre environnement, donc de notre bureau, de notre quartier, de notre ville et de notre belle planète. Prendre soin des humains, à commencer par nous-mêmes, nos collaborateurs, nos responsables et toutes les personnes pour lesquelles nous travaillons. Et produire et partager équitablement les surplus, donc les responsabilités et les bénéfices. Le calme est revenu et je vous propose maintenant d'embarquer dans une nouvelle croisière avec la philosophie de la permaculture et ses outils. La permaculture est une manière de concevoir et de produire qui s'inspire de la nature, donc de manière efficace et raisonnable.
Elle concerne l'agriculture, bien sûr, mais aussi nos modes de vie, d'habitat, la gouvernance, l'économie et le management. Elle propose de prendre du recul, de la hauteur, d'agir avec bon sens, à bon escient, et surtout d'avoir toujours à l'esprit que nous appartenons à un tout plus grand dont nous devons prendre soin parce qu'il nous le rend bien. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, nous étions attentifs à nos clients et à nos collaborateurs à travers la démarche qualité d'amélioration continue, les entretiens annuels de progrès, les réunions d'équipe, les séances de supervision et tous nos outils de travail collaboratif. Malgré cela, comme beaucoup, nous avions la tête dans le guidon, focalisés sur nos objectifs et nos échéances. Si je prends la métaphore du tsunami, quand la mer s'est retirée, tous les êtres vivants ont capté le danger et sont partis se mettre à l'abri, sauf les êtres humains. Dans mon agence, il en a été de même. Quand la déferlante est arrivée, nous avons été submergés. Je suis persuadée que si l'entreprise et l'environnement avaient été permacoles, moi la première, ma direction, mes équipes, nos clients, nous aurions été plus attentifs aux signaux faibles et nous aurions été plus attentionnés les uns aux autres. Nous aurions pu traverser cette déferlante, en sortir plus forts, grandis, et ensemble nous serions allés plus loin parce que chacun était compétent et engagé. Nous voilà arrivés à notre dernière escale, accompagnés d'un pilote pour arriver à bon port. Je suis convaincue aussi que si à l'époque nous avions bénéficié d'un coaching d'équipe et d'un coaching de direction, nous aurions pu surfer cette vague et arriver sains et saufs sur la plage. Le coaching, comme la permaculture, part du postulat de base que les ressources sont en chacun et que l'intelligence collective est inhérente à tout groupe. Le tout est de savoir les mobiliser et les faire fructifier à bon escient, en conscience et en étant alignés. Avec tous les événements que j'ai connus, je suis devenue particulièrement sensible à la question de la préservation des énergies, nos énergies personnelles et celles de notre belle planète. Je suis aujourd'hui convaincue que nous sommes allés trop loin, que l'humanité est en danger et que nous sommes aussi parfaitement capables de développer un mode de vie qui soit plus respectueux et harmonieux, connecté au vivant. J'amorce mes coachings avec des mandalas, des bordures et des ressources. Je propose un accompagnement écologique des personnes, des équipes et des organisations pour qu'elles prennent soin d'elles et d'un tout plus grand. Le mandala, c'est un cercle composé de zones et de parts. Dans la zone cœur, là où est l'énergie, les personnes, les individus, les collectifs et les organisations sont parfaitement à leur aise, comme un poisson dans l'eau. Elles y trouvent de l'élan, de l'enthousiasme, et cela les stimule. Dans la zone intermédiaire, la zone d'influence, elles ont le pouvoir d'agir. Cela demande de l'énergie, bien sûr, mais elles ont un impact. Dans la dernière zone, la zone des préoccupations, elles n'ont aucune prise sur ce qui se passe. Elles ont donc le choix entre renoncer ou s'épuiser. Quant aux parts, elles concernent nos tranches de vie ou de projet. Je peux vous l'illustrer avec la pandémie que nous traversons actuellement. Dans la zone cœur, nous pouvons y mettre tout ce que ça nous apporte et nous donne de l'énergie. Par exemple, passer plus de temps en famille, rencontrer nos voisins, avoir le temps de lire, de bricoler ou de jardiner. Tout cela nous nourrit. Dans la zone intermédiaire d'affluence, nous pourrions y mettre notre travail que nous devons faire à distance. C'est plus fatigant et en même temps, ça nous stimule et ça nous permet de garder du lien. Et puis, dans la zone de préoccupation à l'extérieur, nous pouvons y mettre toutes les contraintes, les interdictions, les confinements et toutes ces rumeurs qui nous empoisonnent. Réaliser son mandala invite donc à se connecter à ce qui nous apporte du bonheur, ce qui nous empoisonne la vie, à ce qui nous apporte de l'énergie ou à ce qui nous épuise. Et donc à choisir en connaissance de cause sa destination rêvée. Tout le bonheur que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'élargir votre cercle cœur.